Mardi 25 octobre 2016, mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans cette édition d'information. Le chef de l'État, accompagné d'une forte délégation gouvernementale et des opérateurs économiques, est attendu en Chine le 27 octobre prochain. Le renforcement du partenariat stratégique entre les deux États et la signature de plusieurs contrats dans les domaines des infrastructures, des mines, de l'agriculture sont entre autres objectifs de ce déplacement du président Alpha Condé. Les enjeux, c'est avec Saloum Condé. Frappée de plein fouet par l'épidémie d'Ebola et des crises politiques, la Guinée a besoin d'un air pour respirer. C'est pourquoi les autorités de la Troisième République font face à l'un de ses premiers partenaires, la Chine, pour booster son économie. D'où ce déplacement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, vers ce pays ami à la Guinée. Les objectifs sont multiples. C'est d'abord de renforcer le partenariat stratégique entre la Guinée et la République populaire de Chine. C'est également de signer plusieurs contrats et c'est surtout dans les domaines prioritaires que sont les infrastructures, l'énergie et l'agriculture. La Guinée qualifiée de scandale géologique, le ministre des Mines compte mettre à profit cette visite pour explorer de nouvelles pistes avec des entrepreneurs chinois dans le cadre de l'exploitation minière. Cette mission aura pour objectif, pour ce qui concerne en particulier le secteur des mines, de renforcer déjà les projets que nous avons avec des partenaires chinois ici en Guinée et d'explorer la possibilité de réaliser de nouveaux projets avec ces partenaires chinois. Nous avons quelque chose à offrir à la Chine et la Chine a quelque chose à nous offrir aussi parce que la Chine a acquis au fil des décennies une expertise particulière dans le développement des infrastructures. La Chine dispose aussi de moyens financiers importants pour le financement de ces mêmes infrastructures-là. Donc nous sommes dans une position propice à un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine. Dans le domaine des travaux publics, les priorités demeurent la réhabilitation des voiries de la capitale et la nationale Conakry-Yomou. C'est pourquoi la mission de Ayaoumou Kamara éclaire l'obtention des financements de ces projets. Le principal objectif pour nous, c'est la recherche de financement pour un certain nombre de nos projets prioritaires. Le département est associé à ce voyage pour aller présenter les différents projets d'infrastructures routières au gouvernement chinois dans le cadre de la recherche de financement. La Chine, connue pour ses prouesses réalisées dans les domaines agricoles et de l'énergie dans le monde, les départements guinéens chargés de ces secteurs profiteront aussi de l'expertise chinoise. La finalisation d'un prêt de plus d'1 milliard de dollars pour la réalisation du barrage hydroélectrique de Swapiti est déjà inscrit à l'ordre du jour d'après le ministre Talibi Silla. La journée des Nations Unies a été célébrée ce 24 octobre en Guinée, comme dans d'autres pays du monde. Les Nations Unies mettent cette année la journée au centre de la conquête pour une paix durable sur la planète. La Guinée rejoint la célébration après une trêve de 2 ans à cause, bien entendu, de la maladie Ebola. Le compte-rendu est signé Oumi Kamara. Depuis 1948, l'humanité célèbre chaque 24 octobre la journée des Nations Unies, une date qui marque l'entrée en vigueur de la charte de l'institution. C'est sous le thème Jeunesse et paix que ce 71e anniversaire a été célébré, une façon pour les Nations Unies de rappeler la nécessité pour les jeunes à s'investir dans la préservation de la paix pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Vous conviendrez avec moi que pour la réalisation aussi bien des objectifs de développement durable, d'une croissance verte, que pour l'installation durable de la société guinéenne dans la paix, la responsabilité de la jeunesse est grande, bien grande encore, et difficilement lui serait excusable une quelconque responsabilité dans la rupture de la paix. Ce moment est commémoré cette année en Guinée dans un contexte particulier.
Depuis 2014, le pays n'avait pas organisé les festivités commémoratives de cette journée en raison de la présence de la fièvre hémorragique à virus Ebola. 71 ans d'existence, les Nations Unies nourrissent encore pleines d'ambition et la Guinée s'engage pour l'atteinte de ses objectifs qui sont au nombre de 17. La célébration du 71e anniversaire de notre organisation se tient dans un contexte économique et social morose qui pourrait affecter les progrès que nous avons déjà réalisés, la réduction des inégalités ainsi que la mise en œuvre des programmes de développement. En dépit de ce contexte particulier, nous devons poursuivre sans relâche la mise en œuvre des objectifs de développement durable et l'agenda de développement pour les 15 prochaines années, qui figure donc au rang des priorités de notre organisation. Il nous faut gagner le combat contre la misère et la pauvreté pour éviter aux générations futures les conséquences désastreuses que pourrait entraîner l'échec du développement. Atteindre ces 17 objectifs du développement durable, c'est la mission que s'assignent les États du monde d'ici 2030. Le récent accord politique interguinéen continue d'alimenter le débat dans la cité. Si des acteurs de la société civile guinéenne émettent des réserves et s'opposent même à certains points de ce compromis, le porte-parole de l'opposition républicaine, lui, réagit et apporte des précisions. Décryptage avec Bamamad Alpha. Debout Citoyen est la nouvelle plateforme de la société civile guinéenne. Elle a pour mission, entre autres, de s'opposer à la désignation des chefs des quartiers et districts au prorata des résultats des futures élections communales et communautaires. En tout cas, c'est ce que prévoient les accords du 12 octobre dernier. Une démarche que certains acteurs de la société civile continuent de dénoncer. Au nom de quel paix on peut modifier les textes qui régissent la nation? Au nom de quel paix? Nous rassurons que ces deux points ne passeront pas au jeu de la société guinéenne dans la mesure que la majorité des Guinéens ont rejeté ce texte. Si tel est le cas, nous défendrons auprès des institutions internationales, auprès des institutions nationales, vaille que vaille, même s'il faut passer par la vitesse supérieure, on le fera pour que ces politiques ne prennent pas la nation en otage. Une position que les signataires de ces accords trouvent inacceptable et irréaliste. Le porte-parole de l'opposition républicaine estime d'ailleurs que ces nouveaux textes de loi sera plus légitime que l'actuel qui a été rédigé par les membres du Conseil national de transition. Une institution qui n'avait pour mandat que de toiletter la Constitution et le Code électoral juste pour l'organisation de la présidentielle de 2010. Attaquer l'accord pour le discréditer et surtout sur la base de propos mensongers. Encore une fois, c'est du mensonge. Cet accord ne viole pas la Constitution, comme je l'ai dit. Elle ne viole pas une loi qui n'est pas encore révisée, qui n'existe pas encore. Pour parler des collectivités locales, Aboubakar Silla pense que le débat devrait porter sur l'autonomisation, le fonctionnement et la gestion de celles-ci. Le débat de fond doit être, est-ce que les quartiers districts doivent être considérés comme des collectivités locales? Si oui, quels moyens il faut mettre à leur disposition? Quelles ressources il faut mettre à leur disposition? Quelles compétences il faut leur déléguer pour que cela soit fait? Quelles dotations budgétaires il faut prévoir? Quel type d'activités peuvent être gérées au niveau des quartiers des districts pour que ce soit des vraies collectivités locales? Pourquoi l'Union des forces républicaines n'a pas signé les accords? Le porte-parole de l'opposition républicaine apporte des précisions. Parce que ce dialogue-là concernait les mouvances politiques, opposition et mouvance présidentielle. Ce fut le cas d'ailleurs du dialogue de 2014, celui de 2015, celui de 2013. Ce sont les mouvances politiques qui signent. Ce n'est pas un accord entre les partis politiques. Vous imaginez si on devait réunir tous les partis politiques de la Guinée, 150 partis politiques ou plus, et les amener tous à poser leur signature au bas d'un accord, je crois que ce serait mission impossible. Il a ensuite ajouté que le BL des docteurs Lansana Faye Milimono a boudé le dialogue du fait que la question portant sur la réforme de la CENI ne serait engagée que pendant la session des lois d'avril 2017. Il faut dire que cet accord est l'accord de tous les désaccords qui soient entre les acteurs politiques. Ce lundi à Koléa, des leaders réunis dans le Front national pour la défense du droit des citoyens ont procédé au lancement d'une pétition pour la non-adoption du projet d'amendement qui intègre le dit accord. Ils estiment que ceci est une violation flagrante de l'article 98 du Code électoral. Le compte-rendu est signé Diao Bachir. La mise en place de la plateforme dénommée Front national pour la défense du droit des citoyens selon ses membres a pour but d'interpeller les élus du peuple, la société civile à se mobiliser pour barrer la route à cette proposition d'amendement
issus des accords du 12 octobre 2016. Une manière pour eux de défendre la liberté légitime des électeurs d'élire leurs chefs de quartier et district. Pour Thierno Mamadou Diallo, membre du Front DDC, les députés doivent se souvenir du vote historique contre le prolongement de l'état du siège pendant la Deuxième République en faveur du peuple. Il y a eu l'état d'urgence ici, il était question de renouveler l'état d'urgence. Et c'est vrai que état de siège, et c'est vrai que le PIB était majoritaire à l'Assemblée nationale, mais les députés quand même, il faut le reconnaître, c'est historique, ont refusé le renouvellement de l'état de siège. Peut-être qu'il faut attirer l'attention de nos députés. Ils ne sont pas représentants de partis politiques là-bas, ils sont représentants du peuple de Guinée. Et il serait important qu'ils se rappellent que c'est bientôt la fin de la législature. S'ils sont candidats à quoi que ce soit dans ce pays, il faut qu'ils apprennent à défendre les citoyens. Au-delà d'obtenir des signatures de cette pétition en cours, le plus important pour Dr Faya Milimono, c'est d'avoir 40 députés qui pourront bloquer le passage du projet de loi qui, selon le président du bloc libéral, enlève au peuple de Guinée son droit de choisir ses chefs. C'est qu'à l'Assemblée nationale, étant donné que cette loi est de nature organique, son passage requiert les 2/3 de nos députés. Autrement dit, au moins 76 sur les 114. Il nous suffit d'avoir 39 plus l'honorable Silaba pour que la loi soit bloquée. Et nous pouvons vous dire que déjà au sein de l'Assemblée, il y a un groupe parlementaire qui est en passe d'être acquis à la cause de la position que nous défendons. Le Front national pour la défense des droits des citoyens envisage d'élargir ses rencontres à l'intérieur du pays autour de la même pétition. Également, le leader du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement RRD en abrégé émet aussi des réserves sur un certain nombre de points contenus dans l'accord politique interguinéen du 12 octobre dernier. Abdoulaye Kourouma estime que la signature de cet accord n'est qu'un arrangement entre le RPG Arc-en-Ciel et l'Union des forces démocratiques de Guinée. Ce mardi, le patron du RRD et membre de l'opposition républicaine était au siège de la CEDEAO, signataire aussi de cet accord afin d'expliquer les manquements du dit accord. Alcine Diallo. Démarché auprès des institutions signataires de l'accord du 12 octobre dernier en vue de dénoncer certains points de cet accord, telle est l'ambition que se fixe le président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Pour Abdoulaye Kourouma, cet accord est taillé sur mesure excluant certains partis politiques. Nous étions venus au siège de la CEDEAO parce que la CEDEAO est co-signateur des accords du mois passé. Il y a des points de réserve au niveau de notre parti, le point 9 qui demande l'indemnisation des victimes et le point 2 sur la loi. Et nous avons dit que si on prend seulement en compte les victimes de 2013, ça va frustrer beaucoup de victimes, à savoir les victimes de 85, les victimes de 98 de Caprorail, les victimes de 2009 du stade de 28 septembre, les victimes de 2007 aussi. Ce sont des victimes politiques. Si vous prenez 85, c'était la répression quand l'armée a pris le pouvoir. Il y a eu beaucoup de personnes expropriées de leurs biens emprisonnés. Parlant du point de cet accord relatif aux élections communales et communautaires, le président du RRD estime qu'à ce niveau, il y a violation du code électoral. Et lorsque la Constitution autorise à un chef de quartier d'être élu par la population, à un président de district d'être élu par la population, et on les arrache tout de suite leurs droits et politiser même les quartiers, les districts, nous trouvons que c'est un début de violence. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé à Sigrine dans le cadre de l'installation de délégations spéciales. Et choisir quelqu'un par un parti politique s'il n'est pas aimé par le peuple, si la population n'est pas d'accord, on se retrouve dans la violence. Après quelques minutes d'échange avec les cadres de la CEDEAO, la délégation est ressortie optimiste de cette rencontre. Nous avons été entendus, la CEDEAO étant observateur dans la situation guinéenne, nous leur avons posé les doléances d'être aussi nos avocats près du gouvernement et les partis signataires
que nous avons des inquiétudes et bien entendu ils nous ont répondu favorable et ils vont essayer de transmettre à qui de droit notre message. Après la CEDEAO, le président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement entend les jours à venir rencontrer les responsables d'autres. Autre chose au plan national, depuis quelques jours, on enregistre une perturbation dans la desserte électrique dans certains quartiers de la capitale. Une situation qui alimente les débats dans la cité selon la Direction générale de l'électricité de Guinée EDG. Cette perturbation momentanée est due à l'installation de la fibre optique sur la ligne 110 kV Matoto-Kaloum. Soirée Bouakar. Les travaux de la SOSEB, la société de gestion et d'exploitation du backbone national, se poursuivent sur le terrain. Et selon les responsables de l'EDG, les coupures enregistrées ces derniers temps dans plusieurs endroits de Conakry sont dues à ces travaux dont les câbles doivent être installés sur le réseau de transport de l'EDG. La ville de Conakry subit une coupure pendant la journée. Cela est dû au fait que dans le cadre de l'amélioration des moyens de communication par Internet, le gouvernement guinéen a décidé d'utiliser le réseau de transport de EDG afin d'installer le câble à fibre optique. Et pour ces travaux, le niveau de sécurité doit être élevé pour éviter tout risque. Surtout, sachant que dans la plupart des quartiers, les câbles de haute tension surplombent les lignes de distribution. Pour sécuriser les travailleurs qui sont en train d'installer le fibre optique sur nos lignes de transport, il faut couper les lignes qui sont surplombées par la ligne haute tension. Et dès qu'il y a ça, automatiquement la zone qui est alimentée par ces lignes-là sont délaissées. C'est pour une question de sécurité. Ce n'est pas un délestage proprement dit. Parce que ça ne se fait que dans les zones où nos agents qui sont en train de réaliser les travaux d'installation de fibre optique sont en danger. Ça, c'est pour sécuriser, pour leur permettre de travailler sans incident. Cependant, par rapport aux rumeurs qui faisaient allusion à une baisse de niveau de l'eau des barrages hydroélectriques, les DG rassurent. Non, pratiquement, je peux vous dire qu'il n'y a pas de panne au niveau des centrales de Caleta qui puisse perturber la desserte à ce niveau. Parce qu'à jour, toutes les centrales sont remplies en eau. Les réservoirs des centrales sont remplis en eau. Donc vous avez Garafiri, vous avez Caleta, vous avez le SAMU. Les travaux d'installation de fibres optiques sur le réseau de l'EDG seront probablement achevés d'ici fin novembre. Puisqu'on parle d'EDG, un incendie s'est déclaré ce lundi aux environs de 2 h du matin à Landria Port. Dans la commune de Dixi, pas de perte en vie humaine, mais les dégâts sont importants. D'après les explications données par les victimes, un court-circuit serait à l'origine de ce sinistre. C'est un reportage signé Omar Sow. Le court-circuit dans les installations des maisons continue de causer des dégâts dans les ménages des citoyens. Dans la nuit du dimanche au lundi, une maison et son contenu sont complètement partis en fumée. Parmi les objets calcinés, on retrouve des tables, portes, documents. Un fait que des témoins déplorent suite aux multiples coupures de courant enregistrées durant la journée. J'étais couché, j'ai vu la fumée, je m'étouffais, alors je me suis réveillée. J'ai entendu ma grand-mère crier au secours, alors je suis venue en courant, j'ai vu ma grand-mère qui était déjà au dehors, alors j'ai regardé la chambre, ok, il y avait tout, il y avait la fumée partout, tout a brûlé, alors on est sorti dehors pour appeler les secours. Donc hier soir, il y a eu des va-et-vient, le courant faisait des va-et-vient. Alerté de l'incendie, le fils de la victime résidant à Lambani a aussitôt essayé de rejoindre l'équipe des sapeurs-pompiers, mais en vain, pas de réponse. Il a fallu l'aide des voisins pour limiter les dégâts. J'ai reçu un coup de fil aux environs de 2 h où il m'a été dit qu'il y avait un départ de feu chez ma maman. Aussitôt, j'ai pris mon véhicule pour arriver même d'ici là. Je crois que ceux qui occupaient le bâtiment sont sortis. Ils ont demandé secours chez les voisins qui sont venus les apporter aide. Ils ont tenté d'appeler les sapeurs-pompiers. Ça sonnait, on ne décrochait pas. Moi-même, je l'ai tenté. C'est avec le concours des agents de sécurité de l'hôtel Millennium
qu'ils ont pu intervenir. Pour les victimes, les pertes sont démesurées. Par ailleurs, Lamine Keita a fustigé la lenteur des sapeurs-pompiers qui n'arrivent jamais au bon moment, dit-il. Je pense que l'autorité doit penser à redynamiser le secteur des sapeurs-pompiers. Quand on les demande secours, qu'ils interviennent aussitôt. Parce que ouais, le feu, il n'attend pas. Hein. Le temps de quitter ici, aller à Tombo, aller prendre des gens et venir, voilà le résultat. A rappelé que la victime de cet incendie du 3e âge est la veuve de feu ministre Mfamara Keita. L'actualité sur le continent, le Kenya pourrait bientôt suivre le Burundi et l'Afrique du Sud vers un retrait de la Cour pénale internationale. Les députés kenyans sont en tout cas dans l'attente d'une réponse de l'exécutif concernant cette procédure. Mais dans le pays, les avis restent partagés. Certains estiment qu'une réforme est préférable à une rupture. Suivez. Le Parlement kenyan attire l'attention du gouvernement sur les résolutions relatives à la procédure de retrait du Kenya de la Cour pénale internationale. En 2013, les élus du peuple avaient demandé au gouvernement de sortir du statut de Rome. Cette résolution parlementaire a amené l'Union africaine sous l'impulsion du président Uhuru Kenyatta à organiser un sommet spécial en octobre 2013 à Addis Abeba pour aborder le retrait des États africains de la CPI. En janvier 2016, sur proposition du Kenya, la conférence des chefs d'État de l'Union africaine a adopté, à huis clos, une résolution prévoyant l'élaboration d'une feuille de route pour un retrait de la CPI. À l'entame de la procédure de retraite de la CPI, il s'agissait de savoir si le Kenya allait se retirer ou non de la Cour pénale internationale. C'est sur cette question que devait se pencher le cabinet de délibération. Pour la suite de la procédure, nous avons besoin de cette délibération. Le cabinet traite le dossier afin de saisir l'instance compétente. Cette partie de la procédure n'est pas encore achevée. C'est pour dire que c'est la décision de l'exécutif que nous attendons. En avril 2016, le président kenyan avait convié les députés à réactualiser les 2 résolutions en suspens qui demandaient au gouvernement de se retirer de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, les députés attendent toujours la décision de l'exécutif sur le sujet. Dans les rues de Nairobi, les avis sont partagés. Je pense que la CPI n'est pas parfaite. Je crois qu'il pourrait y avoir des lacunes, donc éventuellement des choses qui ont besoin d'être changées. Mais je ne pense pas que l'instance travaille uniquement contre l'Afrique. Son expérience judiciaire reste indéniable. Ce qui a touché l'Afrique, c'est de voir ses dirigeants traîner à la barre. Le retrait des pays africains de la CPI se fait au compte-gouttes. Pour l'instant, seuls le Burundi et l'Afrique du Sud ont matérialisé leur volonté de quitter la Cour pénale internationale. Même si la décision sud-africaine prendra effet dans un an à compter de la date de réception de la lettre adressée aux Nations Unies, la position de la nation arc-en-ciel reste inchangée pour l'instant. Ouverture en Guinée équatoriale du Conseil des ministres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, une session qui s'ouvre sur fond de crise économique pour la 2e année consécutive. Un comité de pilotage a été d'ailleurs mis en place afin de trouver une solution pour une reprise de la croissance. Suivez. Ouverture ce lundi 24 octobre 2016 de la session des conseils des ministres de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Réunis dans le désormais nouveau siège de la commission située à Bané, la ville voisine de Malabo, la capitale équato-guinéenne, la commission devra définir le budget et les activités de l'organisation sous-régionale pour le compte de l'année 2017. La plupart des pays membres de l'organisation évoluent dans un environnement de crise caractérisé par la baisse des prix de matières premières et la menace sécuritaire avec les actions de la secte islamique Boko Haram. La crise date depuis voire 5 ans qui date et les États ont pris conscience de cela et nous ont instruit de voir différentes modalités des différentes études pour voir quelques portes de sortie et de multiples possibilités, de voir comment se dépendiser de ce qui est du ressort de la dépendance
d'exploitation du pétrole comme matière première et voir d'autres modalités de diversification de nos économies. La baisse du prix du baril a lourdement pesé sur les caisses des pays de la sous-région. Les États de la zone se sont lancés dans une stratégie de diversification de leurs économies via des projets structurants financés par des gros investissements publics. Au niveau régional, un comité de pilotage a été confié au président congolais Denis Sassou Nguesso pour trouver une porte de sortie de crise économique viable afin de permettre au pays de la CEMAC de renouer avec la croissance. Cet comité de pilotage va analyser les différents atouts et les lacunes que nous avons pour préparer une proposition au plus haut niveau qui permettra de préparer et diriger nos économies sur des autres sources de croissance. La réforme de la Banque des États de l'Afrique centrale, l'implication encore plus forte de la Banque de développement de l'Afrique centrale, ce sont autant de points que les membres devront examiner pendant ces 5 jours de travaux ici à Bané. Autre enjeu, pousser les chefs d'État des 6 pays de la communauté à une intégration plus accrue. Selon les experts, si cet objectif est atteint, cela ferait gagner en moyenne 2 points de croissance par an aux pays de la région. L'évacuation du camp des migrants à Calais se poursuit dans le calme. En ce deuxième jour, les candidats au départ vers des centres d'accueil repartis en France sont tout de même un tout petit moins nombreux qu'hier lundi. Ils étaient 23 000 à quitter la jungle. Suivez. Sous bonne escorte policière, les migrants se massent en nombre devant les barrières qui les séparent du bâtiment qui mène au départ des cars. Regroupés par centaines, la foule compacte est difficile à contenir. À plusieurs reprises, une bénévole demande en anglais de ne pas pousser. Sous la pression, le cordon de CRS doit se déplacer de quelques mètres. Un des migrants fait un malaise, puis chacun est invité à s'asseoir dans le calme. Un à un, les cars arrivent pour embarquer à chaque fois une cinquantaine de migrants vers l'un des CAO, les centres d'accueil et d'orientation dispatchés dans les 12 régions. Beaucoup ont attendu avant même le lever du jour. Pour eux, ce départ est un soulagement. Nous partons aujourd'hui et maintenant nous allons dans une maison. Nous sommes heureux. C'est difficile pour moi de quitter mon pays. Je l'ai fait à cause des talibans. Mais je vais survivre. Je vais avancer pour construire mon avenir. Dans la nuit, un groupe de Pakistanais et d'Afghans, partis lundi de la jungle, a trouvé refuge à Nogent-le-Rotrou. Une commune d'Eure-et-Loir de 10 000 habitants. L'arrivée de ces migrants s'est faite discrètement. Chacun découvre le lieu qui lui est dédié. Pour dormir, c'est bien. Pour manger, c'est bien. Tout est bien. Mais bon, je n'ai pas encore de passeport. Pour ces hommes, une nouvelle vie commence, avec comme priorité la régularisation de leur situation. La plupart s'appuieront sur les associations pour faire valoir leurs droits et déposer, s'ils le souhaitent et s'ils ne l'ont pas déjà fait, une demande d'asile. Dernier élément de cette édition au Pakistan, le pays a été une nouvelle fois visé par un attentat. Plusieurs kamikazes ont fait éruption dans la nuit de lundi à mardi dans une académie de police située dans le sud-ouest du pays. Au moins 60 personnes ont été tuées. L'attaque a été revendiquée par 2 groupes, les talibans pakistanais mais aussi l'organisation État islamique. Suivez. La cérémonie funéraire est retransmise en direct à la télévision. Dans l'Assemblée, le chef d'état-major ainsi que 2 hauts fonctionnaires. Comme l'exige le rite musulman, tous récitent d'abord une prière en mémoire des disparus. Nous avions connu la paix ces 3 derniers mois. Mais les événements d'hier ont tout changé. Ils ont ruiné tous les efforts de la police et des agences de sécurité. Nous devons donc être en alerte tout le temps. La guerre se poursuit et elle continuera jusqu'à la fin. Toutes les victimes n'ont pas encore été mises en terre. Plusieurs corps sont toujours entreposés à la morgue de Quetta. Sur ces images fournies par les autorités, les locaux de l'académie de police attaqués la nuit dernière. Il est un peu plus de 22 heures locale lorsque 3 hommes lourdement armés pénètrent dans l'établissement et ouvrent le feu. Ils sont entrés dans notre caserne. Après ça, ils ont commencé à tirer. Tout le monde a crié et a commencé à courir partout.
Vous pouvez les décrire? Ils étaient masqués. 2 kamikazes se font exploser. Le 3e homme est lui abattu par les autorités. Dans un communiqué diffusé via son agence de propagande, le groupe État islamique s'attribue cette attaque meurtrière. Mais un haut responsable de l'armée pakistanaise y voit lui la signature du Lashkar e Janvi, une faction alliée aux talibans pakistanais. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ces 2 jours. Demain, mercredi, vous serez en compagnie de Bountrabi Keïta. Merci et portez-vous bien.